Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème de l'association. Plus précisément, le thème de l'association à la création d'entreprise, qui est différent de l'association en cours de développement. Nous allons voir quels sont les avantages de l'association, quels en sont les inconvénients, avec qui s'associer, comment limiter les risques en prenant de bonnes bases, et surtout comment anticiper les conflits. Alors, on commence. Les avantages de l'association. Premier type d'avantage, des avantages psychologiques. Créer et développer une entreprise demande une motivation et une énergie tous les instants. Or, c'est difficile à tenir dans la durée. Donc un entrepreneur isolé va connaître des périodes de doute, des moments de baisse d'énergie. S'il a un associé ou plusieurs associés, il sera quand même rare que l'ensemble des associés ait au même moment un doute ou une baisse de tonus. Le deuxième avantage, et pas seulement psychologique celui-là, c'est de partager la responsabilité. Alors évidemment, on pense tout de suite à la responsabilité financière, mais ça va bien au-delà de ça. C'est en fait la responsabilité au niveau des prises de décision dans tous les domaines de l'entreprise, et plus particulièrement dans le domaine des RH, qui est certainement un des plus difficiles, des plus impliquants pour un dirigeant. Deuxième type d'avantage, élargir la palette de compétences. Alors, il ne faut pas rêver. Au début, quand vous allez créer votre entreprise, sauf cas spécifique, vous n'allez pas pouvoir vous payer le directeur commercial, le directeur de production, le directeur administratif et financier dont vous rêvez. Et ça, il y a deux raisons. D'abord, vous n'allez pas pouvoir vous le permettre parce que vous n'aurez pas les moyens financiers. Et puis, deuxième raison, qui est souvent la plus compliquée, c'est que les très bons profils seront moins tentés de rejoindre votre entreprise. C'est le syndrome de la petite boîte qui démarre. Alors, avoir un ou plusieurs associés qui élargit cette palette de compétences peut permettre de pallier ce type de problème lors du démarrage. Troisième avantage, on gagne du temps. Si on est à plusieurs associés, l'associé qui par exemple va se charger de trouver les clients, de développer le business, sera beaucoup plus serein si en fait il sait qu'il a un associé ou plusieurs associés qui globalement, entre guillemets, vous me passerez l'expression, font tourner la baraque. C'est-à-dire s'arrange pour que la production suive les commandes, pour que l'administratif soit bien géré, etc., etc. Si en revanche vous êtes seul, c'est difficile de partir chasser le client, de partir chercher le business quand vous savez qu'en revenant, tous les problèmes vont vous tomber dessus. Vous allez être assailli par tous les problèmes du quotidien d'un chef d'entreprise. Les inconvénients de l'association. Alors tout d'abord, premier inconvénient, c'est d'avoir des zones de recouvrement trop nombreuses. Si vos profils, vos compétences sont trop similaires, par exemple si vous êtes tous les deux des techniciens, eh bien vous allez vous marcher sur les pieds, un peu vous parasiter. Et puis en plus, il y a certains autres domaines de l'entreprise qui, eux, ne seront pas très bien couverts. Deuxième inconvénient, avoir des visions trop divergentes. Si chacun a une vision différente sur la stratégie, sur son déploiement, sur les moyens de la mettre en œuvre, il y a un risque de procrastination, voire de blocage. On n'arrive plus à se décider. Et dans une entreprise, ne pas se décider, c'est rarement bon. En plus, cela risque d'avoir un effet négatif sur vos collaborateurs, parce qu'ils vont être tentés de prendre parti pour l'un ou pour l'autre en fonction de leur centre d'intérêt, de leur perception. Troisième inconvénient, le risque de conflit entre associés. Alors, ça c'est une réalité. Une création d'entreprise, c'est un projet très prenant. Donc, à un moment donné, il va y avoir des conflits. Et puis, les cas de conflits sont nombreux. Je vais vous donner des exemples. Imaginons qu'un des salariés soit trop dispendieux. A contrario, un autre associé va être trop radin, si vous me passez l'expression. Un autre exemple, un associé va par exemple tomber malade pendant plusieurs mois. Et la charge va retomber sur celui ou ceux qui restent. Et ça, c'est générateur de tension. Un autre cas, un associé par exemple est multiprojet. Et tout en étant associé à votre entreprise, il va démarrer une autre entreprise. Ça, c'est des cas compliqués à gérer, je les ai vus. Si tous ces types de conflits ne sont pas gérés rapidement, il y a quand même un peu un risque pour l'entreprise. Avec qui s'associer? Alors généralement, on s'associe avec un collègue ou un ancien collègue, avec un ami, avec un membre de sa famille, avec une personne par exemple avec qui on a suivi une formation à l'entrepreneuriat et avec qui on a travaillé sur un projet un peu virtuel. Pour limiter les erreurs, je vais vous proposer quelques règles, quelques conseils. Tout d'abord, pour moi, le plus important,
c'est d'identifier précisément les motivations et les objectifs de chacun d'entre vous. Pour cela, je vous propose de vous réunir et puis de vous poser, de faire une checklist et de vous poser un certain nombre de questions, d'aller relativement dans le détail pour comprendre et d'essayer d'y répondre évidemment avec le plus d'honnêteté parce que c'est l'intérêt de tout le monde. Parmi les questions que vous pouvez vous poser, c'est pourquoi est-ce que je veux entreprendre? Pourquoi est-ce que je veux m'associer? Est-ce que par exemple je suis en mesure de pouvoir ne pas me payer pendant 3 mois, 6 mois, voire plus? Quelle est ma sensibilité au stress? Etc. etc. Dans la description de cette vidéo, vous allez trouver en fait un lien vers une checklist que vous pourrez télécharger. Deuxième règle, deuxième recommandation. Recherchez une complémentarité entre les personnalités et les tempéraments. Mixer quelqu'un d'un peu plus fonceur avec quelqu'un d'un peu plus prudent. Quelqu'un qui a un profil plus analytique avec quelqu'un qui a un profil plus holistique. Recherchez une complémentarité entre les compétences. Par exemple, associer un profil technique avec un profil commercial ou plutôt marketing, communication ou management. C'est pourquoi il est généralement pas très bon de s'associer avec quelqu'un de la même promo ou avec quelqu'un qui a fait le même type de formation que soi. Autre conseil, si vous le pouvez, évitez de vous associer avec un membre de votre famille. Parce qu'en cas de conflit, ce serait dommage de mettre déjà en péril une relation familiale, pour des raisons professionnelles, mais au-delà de ça, cela pourrait provoquer la scission de la famille en 2 camps, chaque camp prenant parti pour un des 2. Comment partir sur de bonnes bases d'association? Première règle, il faut bien répartir le capital. La répartition du capital au démarrage est quand même très importante. Par exemple, si vous êtes 2, il est préférable d'éviter l'association 50-50, ou si vous êtes 4, d'éviter l'association à 4 x 25. En cas de problème, ça peut être assez compliqué à dénouer. Alors, à ça, il y a des solutions. La première solution à laquelle on pense immédiatement, c'est qu'un associé ait une majorité. La deuxième solution, c'est de faire entrer des personnes tierces à qui on donne quelques pourcents du capital de l'entreprise. Je préconise cette deuxième formule. Elle est très intéressante car elle peut vous permettre aussi de créer ce qu'on appelle un peu un conseil de sage, un conseil de pair. Je vais en parler un petit peu plus loin. Deuxième règle de départ, choisir la bonne forme juridique. Alors vous le savez, les formes juridiques sont multiples, la SARL, la SAS, la SA. Il ne faut pas la choisir à la légère. En général, quand on démarre à plusieurs, on est tenté souvent de démarrer avec une SARL parce que c'est plus simple. Mais un exemple, les statuts de la SARL ne comportent pas de clause de sortie. Et par exemple, il faut en prévoir une. La SAS, elle, a l'avantage d'être facilement adaptable, façonnable sur mesure par les associés. On peut parler des conditions de sortie, des dividendes, de la rémunération. Et puis, son formalisme et son fonctionnement restent malgré tout très légers. Elle a un autre avantage, la SAS, c'est qu'elle vous rend plus crédible auprès des investisseurs. Si vous envisagez de lever des fonds à terme, c'est la formule que vous devez privilégier. Bien évidemment, vous pouvez toujours changer de forme juridique pendant la vie de l'entreprise, mais ça coûte de l'argent et puis ça prend un peu de temps. Autre conseil, mettez en place un conseil de pair, un conseil de sage. Si vous avez fait par exemple entrer des personnes extérieures dans le capital qui ont quelques pourcents de votre capital, n'hésitez pas à constituer avec ces personnes un conseil de pair, un conseil de sage. Alors attention, vous n'allez pas faire un conseil de 10 personnes, mais si vous avez par exemple 2 personnes qui en fait ont déjà une expérience du business, qui idéalement sont déjà des chefs d'entreprise, qui ont leur propre entreprise, ça peut être très intéressant. C'est particulièrement intéressant pour un chef d'entreprise ou des chefs d'entreprise qui sont jeunes, débutants. Ce type de conseil, conseil de pair, va permettre de résoudre les conflits entre les associés. Et ça, c'est déjà très important. Il va aussi permettre de dédramatiser des situations difficiles parce que ces personnes les auront déjà vécues. Donc, elles sauront que globalement, on passe à travers. Et puis, elles permettront aussi d'apporter du recul lors de décisions stratégiques. Comment anticiper les conflits? Alors pour cela, je dirais une règle. Rédiger un pacte d'associés. Alors pourquoi? Parce que c'est toujours très intéressant de se poser les bonnes questions avant
plutôt que de se retrouver après, en cas de conflit, à devoir dénouer les problèmes. Et puis en plus, un pacte d'associés, ça fait sérieux si à un moment donné vous cherchez des investisseurs. Alors c'est quoi un pacte d'associés? Eh bien en fait c'est un document qui est signé sous seing privé, entre associés, chez un avocat, donc il est totalement confidentiel, et en fait il va bien au-delà de ce qu'on peut mettre dans les statuts, qui, je vous le rappelle, sont un document officiel, publié, disponible et accessible par tous. Quelle est la structure d'un pacte d'associés? Alors en fait, elle peut être très variée, très diverse, parce qu'elle contient des clauses de divers types. Les clauses les plus évidentes, c'est des clauses qui vont porter sur le capital social. Alors par exemple, elles vont permettre d'encadrer la constitution du capital, en limitant par exemple le seuil que peut atteindre un des associés, ou en prévoyant que, en cas de sortie, l'associé qui veut sortir doive proposer en priorité ses parts, ses actions aux autres associés. Elle peut aussi prévoir un cas qui peut être un cas malheureusement qui arrive, c'est dans le cas du décès d'un associé, d'un actionnaire, c'est de prévoir que l'héritier, l'héritière ou les héritiers doivent proposer à la vente les parts dont ils ont hérité et doivent les proposer aux associés restants. Un pacte d'associés comprend aussi des clauses qui vont porter sur les droits de vote ou sur les conventions de vote. Donc ça impose souvent d'ailleurs aux actionnaires de mieux se concerter avant une assemblée générale. Il va aussi y avoir des clauses sur les conditions de participation à la société. Par exemple, ça va permettre de soumettre des prises de décision à des conditions plus restrictives, telles une meilleure information des associés, l'établissement d'un accord préalable, etc., etc. Et puis, il peut y avoir des clauses, par exemple, relatives à la procédure qu'il faut mettre en place en cas de conflit. Le pacte d'associés justifierait une vidéo à lui seul. Ce n'est pas le but de cette vidéo, donc je vais m'en tenir à ça. En conclusion, je dirais que le thème de l'association ne doit pas être traité à la légère. Prenez le temps avant, car après, cela risque de coûter cher. Voilà, j'en ai terminé. J'espère que cette vidéo vous a intéressé, vous a apporté des éléments de réflexion. Si vous l'avez aimé, merci de la liker. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.